C'était un soir dans un restaurant où l'on servait du poulet grillé. Sur la table, comme on pouvait s'y attendre, il y avait une immense assiette de poulet. Un homme d'apparence européenne, dont le nom était Hugo et qui était le signe sacré du Sagittaire, a déclaré que demain Harry, le 13e éveillé, était destiné à mourir. Harry, qui était assis en face, mâchant du poulet, demanda avec mécontentement « As-tu vraiment une si mauvaise opinion de moi ?» Le visage de l'homme était couvert de cicatrices, et son œil était aveugle. La capuche de sa veste était tirée sur sa tête. Harry demanda si c'était parce qu'il avait pris toutes les jambes qui étaient dans l'assiette. Un peu en colère, l'homme d'en face a répondu que tout n'était pas du tout comme ça. Continuant à mâcher le poulet, Harry dit qu'il comprenait les raisons de son inquiétude, mais qu'il n'avait rien à craindre et qu'il ne mourrait certainement pas. Souriant, il dit qu'il avait tué plus de personnes apportant le malheur que les 12 constellations réunies. Quelqu'un comme lui pouvait-il vraiment mourir? Hugo se contenta de joindre les mains avec tension et de regarder la table. Il y a une tour démoniaque dans ce monde. Cette tour est la demeure d'un monstre des plus terribles qui peut apporter la mort à toute l'humanité. Tout a commencé le dernier jour du XXe siècle, à savoir lorsque les puissants porteurs de malheur ont poussé l'humanité dans une impasse avec leur puissance écrasante. Ils n'ont laissé derrière eux que l'obscurité totale et le chaos. C'est au cours de cette période que 12 dieux sont apparus, se faisant appeler entités sacrées. Ils ont juré de donner à l'humanité le pouvoir de repousser tous les monstres et ont choisi 12 personnes qui ont reçu ce même pouvoir indescriptible. Mais un jour, quelque chose s'est produit auquel personne ne s'attendait. Le 13e éveillé est apparu, qui était dépourvu de la bénédiction de l'essence sacrée. De plus, cet éveillé était si puissant et si incroyable. Par conséquent, même les 12 saints n'étaient pas à la hauteur de lui. Et cet éveillé n'était autre qu'Harry. Hugo et Harry atteignirent l'entrée de la tour démoniaque, où les attendaient déjà 12 saints. Hugo remercia l'homme pour que grâce à lui, il puisse organiser une attaque contre la tour démoniaque. S'asseyant sur une pierre, Harry répondit que les mots ne suffisaient pas et qu'il voulait une réserve de poulet frit 5 ans à l'avance, ce à quoi l'homme lui demanda s'il n'en avait pas encore marre. Et puis il remarqua avec irritation que l'homme continuait à prononcer son nom de famille de manière incorrecte, ce à quoi Harry dit que son nom de famille semblait stupide. L'un des saints, une fille aux longs cheveux bleus, a déclaré avec un sourire qu'après avoir vaincu celle aux yeux rouges, une récompense incroyable les attendrait. Ce à quoi l'homme qui était à côté d'elle a souri et a déclaré que la récompense serait de au moins 100 millions de dollars, puisque ce monstre est considéré comme le plus terrible. Soudain, Harry, se couvrant le visage avec un foulard, leur dit qu'il serait préférable qu'ils demandent 10 ans d'hébergement dans un hôtel 7 étoiles quelque part à Hawaï. Et puis il a dit que ce serait mieux ainsi, car à cause de l'homme aux yeux rouges, de nombreux pays sont au bord d'une crise. L'homme qui avait parlé plus tôt de la récompense a souri d'un air dégoûtant et a appelé le gars. Et puis, avec le même sourire, il lui a demandé s'il devait élever ses standards s'il voulait travailler avec eux et s'il ne voulait pas guérir son visage et son corps défigurés. En regardant dans leur dos, Harry pensa qu'ils n'étaient pas des saints, juste une bande de racailles qui ne se souciaient que de leurs propres bénéfices. Soudain, ces deux-là se sont retournés et se sont à nouveau tournés vers le gars. En riant d'un air dégoûtant, l'homme a dit que le gars devrait arrêter de se précipiter au secours de tous ceux qu'il croiserait, car seules quelques victimes paieraient ce prix. Le gars a soupiré lourdement et a dit qu'il était temps pour eux de partir, et il a lui-même pensé que c'était bien de ne plus jamais les revoir une fois cette affaire terminée. Les saints entrèrent dans la grotte, de longues stalagmites pendaient au plafond, et tout autour était éclairé d'une lueur chaleureuse. Les saints s'arrêtèrent et levèrent les yeux sous le choc. Ils ont regardé quelque chose de si grand qu'ils ont dû lever les yeux. Il s'est avéré qu'ils se trouvaient déjà devant le seigneur de la tour démoniaque, à côté duquel ils ressemblaient tous à de petits moucherons. Harry pensait que le simple fait de regarder son seigneur lui faisait ressentir une pression terrible. Soudain, le souverain ouvrit la bouche, d'où quelque chose commença à briller, et son regard ne quitta pas les gens qui venaient vers lui. Tout autour de la grotte trembla violemment, et les saints commencèrent à regarder autour d'eux. La terre, incapable de résister à la pression, commença à se fissurer. Cette pression était si forte qu'Harry plaça ses mains devant lui pour se protéger alors qu'il commençait à être balayé en arrière. La pierre devant le trône du souverain était fissurée et une lumière vive s'échappait des fissures. Et puis un énorme pilier lumineux a percé le sol, s'élevant vers le haut. Ce pilier de lumière soulevait tous les saints qui se trouvaient dans son champ d'action. Une colonne de lumière jaillit du toit du château, et tout autour était illuminé. Bientôt, cette lumière s'est évanouie et tout autour s'est rempli de fumée.
Les saints effrayés, qui ne tombaient pas dans cette colonne de lumière, se blottissaient contre les murs du château. À leurs pieds se trouvait une falaise sous laquelle se trouvait tout un lac de lave. Le trône du souverain s'est avéré intact. Seule la fumée de ce coup l'a caché. Le Seigneur leva la tête d'un air suffisant, regardant autour de lui avec un large sourire sur le visage. La sainte s'était déjà un peu remise de cette action, mais son corps continuait de trembler légèrement, et elle ne pouvait que dire doucement qu'il devait courir. Et puis elle a crié, et les 3 saints qui étaient encore en vie ont immédiatement reculé. Harry resta debout, se tournant vers eux. Il dit doucement qu'il ne pouvait pas croire que ces sacs de merde s'appelaient des saints. Il serra plus fort le manche de son arme, pensant que cela n'avait pas d'importance pour lui de toute façon. Après tout, c'est lui qui bottera ce cul aux yeux rouges. Et puis lui, ouvrant la voie, se précipita instantanément. D'un mouvement brusque, il sursauta et se retrouva juste au niveau du front du monstre. Le type balança son arme pour frapper. Après un certain temps, Harry continua à frapper. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais il n'arrêta pas de tuer des monstres. Ses yeux brillaient d'une lumière bleue terrifiante, et il y avait un poignard entre ses dents. Une seule pensée résonnait dans sa tête. « Je dois découper des monstres. » Dans l'ombre de la grotte, de nombreux yeux rouges apparurent, de formes et de tailles différentes. Un grand nombre de monstres sont apparus devant Harry, qui ne portait plus sa veste, et il pensait qu'il s'agissait d'un piège spécial dans lequel de plus en plus de nouvelles hordes de monstres apparaissaient continuellement. Harry n'avait plus son bras gauche, son corps était couvert de cicatrices, mais ses yeux continuaient de briller d'une froide lumière bleue. Serrant encore plus fort la mâchoire, faisant saigner ses gencives, il se demanda s'ils pensaient tous qu'il abandonnerait si facilement. Il y avait une lumière folle dans ses yeux, alors qu'il se promettait, ainsi qu'à tous les saints, qu'il survivrait et les déchirerait tous en lambeaux. Le temps avançait inexorablement, et maintenant 20 ans se sont écoulés depuis ce moment. Harry s'approchait d'un autre monstre, qui s'est exclamé que cela ne pouvait pas être le cas. Il demanda à l'homme comment il était arrivé ici, ce à quoi Harry répondit qu'il était le dernier à rester. Le monstre s'enfonça encore plus fort dans la pierre et cria de panique, implorant de l'aide. Harry leva le pied pour marcher sur le monstre. Une longue barbe apparut déjà sur son visage, et il dit que c'était déjà fini. Et puis il a écrasé la tête du monstre avec son pied, provoquant des éclaboussures de sang dans les airs. Debout devant le cadavre du dernier monstre, Harry soupira profondément et avec lassitude. Regardant le ciel, il remarqua que c'était enfin fini. Mais tout à coup, tout a tremblé autour, provoquant des chutes de pierre quelque part au-dessus. L'homme est devenu faible et a commencé à tomber au sol, disant faiblement qu'il pourrait enfin sortir d'ici, tandis que tout autour de lui continuait à trembler. Alors il tomba à terre et des pierres recouvrirent son corps. Après un certain temps, il faisait déjà jour dehors. Les immeubles de grande hauteur de la ville étaient détruits depuis longtemps et l'air était brun de poussière et de saleté. Le gars qui courait à côté de l'homme plus âgé a dit que ce n'était pas la meilleure façon. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il ne savait pas que les choses se passeraient de cette façon, et qu'il avait été dit qu'aujourd'hui était plus sûr qu'aujourd'hui habituel. Et il s'est avéré que plusieurs monstres de haut rang les poursuivaient. Le gars, les larmes aux yeux, s'est exclamé que tout allait mal. Mais la diseuse de bonne aventure lui a dit qu'aujourd'hui, il rencontrerait un monstre avec lequel il ne devrait pas s'associer. L'un des monstres s'est soudainement décollé du sol et a sauté. Et puis, il a atterri entre un homme et un homme. Le gars est tombé au sol et, de colère, il a frappé le sol avec son poing. Il s'est avéré qu'ils étaient désormais entourés de ces monstres et ne pouvaient donc rien faire. Se levant, le gars pensa que si seulement Maître Harry pouvait revenir de la tour des démons, ces foutus monstres n'oseraient pas être ici. Et soudain, les portes de la tour démoniaque s'ouvrirent. Le gars et l'homme regardèrent cela avec surprise. Et puis, il y a eu une explosion. En essayant de se protéger des rafales de vent, le gars et l'homme ont mis leurs mains devant eux. Et il s'est avéré qu'une partie de la terre a simplement été détruite, provoquant la formation d'un cercle au sol. Le gars et l'homme étaient couverts de débris, et le second a demandé ce que c'était. Soudain, il a appelé le gars, l'appelant Charlie, et lui a dit que quelqu'un sortait de la tour détruite. Et en effet, quelqu'un sortit de la tour, et sa main forte apparut, sur laquelle les veines saillaient. Une silhouette solitaire se tenait au milieu de cette zone en ruine. Ce quelqu'un serra les mains, fit craquer ses doigts et soupira de soulagement. Des éclairs sombres sont apparus de son corps, et l'homme s'est exclamé que ces brutes l'avaient frappé dans le dos et l'avaient jeté pourrir dans ce trou. Il tendit brusquement la main vers l'avant et cria que maintenant ils étaient complètement dans la merde. Il a ensuite frappé l'un des monstres de haut rang à la mâchoire,
et il en plaqua un autre au sol avec son pied. L'homme qui était encore sous les décombres a déclaré qu'il ne pouvait pas croire que quiconque puisse facilement affronter les monstres de classe orange. L'homme a continué à battre les monstres, et donc toute une montagne d'entre eux s'est accumulée sous ses pieds. Puis il s'est laissé distraire, et puis il a soudainement bondi, provoquant la formation d'une colonne de poussière. Et puis, d'un pied, il a brisé les débris sous lesquels se trouvaient Charlie et l'homme, et ils ont reculé de peur. Tombant au sol, Charlie a demandé à l'homme pourquoi il avait décidé de les attaquer, ce à quoi l'homme a seulement dit qu'il semble que son travail soit terminé ici et les autres ont expiré. Et puis Charlie a demandé à son ami si ce n'était pas une sensation réelle, parce que quelqu'un avait réussi à sortir de la tour, ce à quoi il a répondu que ce n'était pas possible et qu'il se trouvait justement à proximité. Soudain, une ombre tomba sur cet endroit où ils étaient encore assis par terre. Il s'est avéré que c'était un énorme loup. Ses yeux brillaient de rouge et de la salive coulait de sa bouche. Les hommes qui étaient assis par terre criaient de peur que ce soit le chef de la meute. Et puis l'un d'eux a crié à l'homme qui lui avait conseillé de sortir d'ici. Les yeux du monstre brillaient encore plus et des éclairs rouges sortirent de son corps. Et puis il ouvrit la bouche, d'où jaillit un rayon de lumière rouge. Les hommes se recroquevillèrent de peur, mettant leurs mains sur leur tête. Ce faisceau de lumière illumina l'espace devant le monstre, détruisant tout autour de lui. L'explosion était si forte qu'elle était visible à plusieurs kilomètres. Bientôt, la lumière s'éteignit et tout devint calme. Charlie et son ami furent surpris de constater qu'ils étaient toujours en vie. En ouvrant les yeux, ils ne remarquèrent que le dos large d'un étrange inconnu devant eux, qui se tenait dans une pose détendue. En regardant autour d'eux, ils remarquèrent que la terre avait été détruite par ce rayon, mais ils ne sentirent pas le coup, car un homme se tenait devant eux. L'ami de Charlie pensait que peut-être cet étranger les protégeait. Et puis l'étranger a décollé et a sauté haut dans le ciel, faisant lever la tête à tous les autres. L'homme leva la main pour frapper l'énorme chien. D'un seul coup puissant, il envoya la tête de la bête contre le sol. Charlie et son ami en furent très surpris. L'étranger atterrit au sol avec un sourire aux lèvres. Et puis il se tourna fièrement vers les hommes, tandis que le cadavre du monstre gisait derrière lui. Il a dit que maintenant, il avait définitivement fini, et il a lui-même constaté avec mécontentement que ça pue. Et puis son regard s'est déplacé quelque part sur le côté, et il a marmonné quelque chose doucement. Il s'adressa aux hommes qui se tenaient derrière lui, les faisant tressaillir de peur. L'homme commença à se tourner vers eux pour dire quelque chose. Tout son corps rayonnait d'une sorte de lumière verte méchante. Les hommes tremblaient de peur, essayant de comprendre ce qu'il voulait leur dire. Mais l'étranger se contenta de sourire avec bonhomie et leur demanda de lui acheter de la nourriture. Il se gratta maladroitement la tête, tandis que les hommes se taisaient sous le choc. Et puis il a ajouté que les vêtements ne lui feraient pas de mal non plus. Après un certain temps, l'étranger et deux hommes atteignirent un petit café. L'homme d'un mouvement brusque posa l'assiette déjà vide sur la table. L'ami de Charlie a regardé le reçu et, remarquant le prix du déjeuner, a pratiquement rendu l'âme. Puis ils ont demandé avec indignation à l'étranger comment il avait réussi à manger pour 1000 $ de nourriture, ce à quoi il a répondu « Après tout, vous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup d'argent, alors j'en ai commandé très peu. » Il s'est ensuite retourné pour commander une autre portion et a remarqué qu'eux-mêmes parlèrent d'être prêts à payer son déjeuner pour sauver des vies, ce à quoi l'ami de Charlie a crié avec indignation. Charlie, bouchant ses oreilles, demanda à l'étranger qui il était et pourquoi il se trouvait près de la tour. L'homme, rongeant un cure-dent, a répondu qu'il était à l'intérieur de la tour, puis en est simplement sorti, ce à quoi des exclamations de surprise se sont immédiatement fait entendre, et l'homme a dit qu'il avait encore une question. Il leur a demandé qui ils étaient, car ils ressemblaient à des citadins ordinaires, mais ils dégageaient une aura magique. L'ami de Charlie a répondu que c'était parce que le gars était un templier, puis il lui a demandé s'il n'était pas lui-même un templier. Reprenant la cuillère sur la table, l'inconnu répondit qu'il n'avait pas besoin de remuer la queue devant un gros bonnet. Mais soudain, quelque chose le surprit. Il regarda son reflet dans la cuillère, et soudain, son visage se tordit comme s'il avait peur, et des sueurs froides coulèrent sur son visage. Claquant ses mains sur la table, il se leva d'un mouvement brusque et s'exclama qu'il avait un besoin urgent d'un miroir, ce à quoi la serveuse le lui montra doucement. En s'approchant du miroir, l'homme commença à enlever les vêtements qu'il avait reçus. Il regarda le miroir sous le choc, sa main touchant pratiquement son visage. Il a constaté que son corps était complètement guéri. Harry pensait que ses vieilles blessures étaient si graves qu'il ne servait à rien d'essayer de les guérir. Et puis, il reprit ses esprits et remarqua que sa main gauche était également en place.
Il regarda sa paume, qui portait maintenant une sorte de symbole rond. Lorsque l'homme le regarda, le signe commença à apparaître et un serpent devint clairement visible sur sa paume. Soudain, Harry ressentit une forte douleur dans son bras, l'obligeant à le serrer fermement, les veines sortant de ses bras. Le corps du gars a commencé à émettre une lumière verte et la silhouette d'un serpent est apparue derrière son dos. L'homme ferma les yeux et lorsqu'il les rouvrit, il n'était plus dans le café. Tout son corps semblait s'être transformé en un esprit désincarné. Devant lui se trouvait un énorme serpent qui le regardait de ses yeux rouges. Comparé à ce serpent, l'homme semblait tout simplement minuscule et le serpent lâcha sa fine langue. Harry tendit la main pour la toucher. Lorsqu'il fit cela, une lumière vive brillait de l'endroit où il se touchait. Et puis tout autour s'est éclairé d'une lumière jaune vif. L'instant suivant, Harry se réveilla assis sur le sol du café, le bras tendu vers l'avant. Charlie tendit la main pour aider l'homme à se relever et lui demanda s'il allait bien. Agitant ses mains, Harry demanda s'ils avaient accidentellement vu un énorme serpent, qu'ils se contentèrent de fixer. Charlie a dit qu'il n'avait vu aucun serpent. Il l'avait juste vu soudainement se déshabiller et courir vers le miroir. Puis comment il a commencé à crier en serrant son poignet. En regardant à nouveau sa paume, l'homme a conclu qu'il semblait que personne n'avait vu cela à part lui. Et puis l'homme sentit quelque chose derrière lui. Il s'est avéré qu'il s'agissait de tablettes avec un texte indiquant qu'il avait survécu à la mort et qu'il était désormais devenu propriétaire de la constellation d'Ophiuchus, ainsi qu'une description de ses capacités. L'une de ses compétences était la super régénération. Et Harry pensait qu'il n'avait jamais entendu parler d'autres saints voyant quelque chose comme ça auparavant. De plus, il ne ressent pas l'énergie des êtres sacrés. Quoi qu'il en soit, il était satisfait de cette situation, car son corps s'était complètement rétabli. Il lui fallait désormais traquer les traîtres qu'il avait laissés pour morts, et surtout celui qu'il avait poignardé dans le dos. Harry, pensant à cela, tendit son bras, faisant gonfler ses veines, et il dit que tout ce corps commençait à trembler rien qu'à la simple pensée de la vengeance. Et Charlie et son ami, remarquant le comportement étrange de l'homme, commencèrent à trembler de peur. Au même moment, quelque part à l'endroit où s'est produit l'incident, des cassettes de police étaient déjà accrochées. L'homme qui se tenait à proximité a déclaré que la tour démoniaque, considérée comme une forteresse indestructible, s'était soudainement effondrée, ce à quoi un autre a répondu que bientôt cette nouvelle mettrait le monde entier aux oreilles. Le premier a dit que cet endroit avait un lien particulier avec Harry. Cela pourrait-il être l'œuvre de ses disciples ou d'autres saints? Le deuxième homme a répondu que c'était intéressant. Puis il a dit à l'autre de regarder l'attracteur. Il a dit qu'il s'agissait d'un monstre difficile à gérer, même pour les saints de haut rang. Qui d'autre pourrait défier un tel monstre et détruire la tour? Puis le premier homme a demandé si Harry était vraiment sorti vivant de la tour. Un autre lui répondit qu'il ne pouvait pas en être sûr, qu'il ne pouvait qu'attendre que de nouveaux indices apparaissent. Au même moment, quelque chose se passait dans l'un des immeubles à plusieurs étages de la ville. Dans l'une des pièces de ce bâtiment, il y avait de nombreuses caméras. Les journalistes se tournèrent vers Victor et lui demandèrent comment il pouvait commenter la destruction de la tour démoniaque et s'il se pouvait qu'Harry revienne vivant. Victor, qui était le signe sacré du bélier, est monté sur scène et n'a rien répondu. Prenant le micro, il a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire sur cette question. Et puis, lui et ses gardes du corps ont quitté la pièce tandis que les journalistes criaient après lui, voulant obtenir des réponses. Une voiture chère roulait sur la route à grande vitesse. Victor, qui était assis dedans, a heurté violemment l'accoudoir, brisant ses lunettes. Grimaçant, il s'exclama qu'il avait entendu le nom d'Harry tant de fois aujourd'hui. Il s'est demandé s'il avait vraiment été en vie pendant tout ce temps dans la tour des démons, pendant 20 ans. En mettant sa main dans sa veste, il pensa que cela ne pouvait pas arriver, car il y avait des milliers de créatures mortelles là-bas, et elles étaient toutes noires. Il sortit sa pipe de sa poche, pensant que c'était un miracle qu'ils aient réussi à sortir de là, en volant la gorge de l'homme aux yeux rouges, et qu'il n'y avait aucun moyen pour l'homme de survivre là-bas. Mordant sa pipe, il pensa à quel point le corps d'Harry était nerveux à cause des attaques mortelles du monstre, et il ne portait même pas d'armure comme tous les autres saints. Fronçant les sourcils, il pensa qu'il était peut-être réellement vivant. En pensant à cela, il expira une énorme bouffée de fumée. Et puis, serrant la mâchoire, il a sifflé qu'alors ils finiraient tous. Pendant ce temps, Harry, prenant le téléphone de Charlie, lui dit qu'il devrait commencer par ce salaud. Pendant ce temps, un avion est arrivé à l'un des aéroports. Et une seule personne est sortie et a été saluée bruyamment. Les gardes du corps se sont exclamés que c'était un honneur pour eux de rencontrer l'un des 12 saints. Il s'avère que celui qui est arrivé dans cet avion était Hugo,
le signe sacré du Sagittaire. En descendant à terre, il a demandé aux hommes toujours inclinés où se trouvait le Premier ministre, et ils ont répondu qu'il attendait dans son bureau et que le transport était déjà prêt. Hugo se dirigea immédiatement vers la voiture, et les gardes du corps s'inclinèrent encore plus bas. L'un d'eux, qui s'occupait de l'homme, remarqua avec admiration combien il était majestueux. Il a dit que c'est à cela que devrait ressembler une personne véritablement choisie. La voiture roulait rapidement sur la route. Hugo s'assit silencieusement sur le siège, croisant les jambes et regardant par la fenêtre. Soudain, son téléphone vibra. Un peu en colère, il pensa que ce devait être encore une fois ces ennuyeux journalistes, et il ne pouvait pas croire que les rumeurs sur le retour d'Harry soient devenues si populaires. En tournant le téléphone avec colère, il s'est exclamé que 20 ans s'étaient déjà écoulés. Et son téléphone est finalement devenu silencieux. Fronçant les sourcils, l'homme regarda de nouveau par la fenêtre. Il se souvenait de ces paroles selon lesquelles Harry mourrait demain, ce qu'il lui avait dit il y a 20 ans. Comment Harry lui répondit qu'il ne pensait pas avoir une si mauvaise opinion de lui. Pensant que lorsqu'ils attaquèrent la tour des démons, à la demande d'Harry, il sortit et retint les hordes de monstres qui arrivaient. Il voulait croire que sa prémonition le trompait et qu'Harry s'en sortirait vivant. Ce jour-là, sortant de la grotte et rencontrant d'autres saints, Hugo blessé leur demanda pourquoi Harry n'était pas avec eux. Et puis il s'est avéré que les saints qui sont entrés ensemble dans Harry l'ont abandonné et sont revenus avec la tête de l'homme aux yeux rouges. Cet événement est devenu connu du monde entier. 20 saints, dont lui-même, ont été reconnus comme des héros et ont acquis une influence encore plus grande. Hugo, incapable de croire qu'Harry était mort, demandait encore et encore de commencer à le chercher. Mais Jean-Louis, signe sacré du cancer noir, lui répondit avec un sourire qu'il était temps pour lui d'arrêter. Il a dit qu'il était bien conscient du nombre de monstres dans la tour des démons, donc il n'y avait aucune chance qu'Harry survive. Souriant encore plus dégoûtant, l'homme a dit que si Hugo était si inquiet pour Harry, alors il pourrait partir à sa recherche seul. Personne ne l'arrêterait, mais alors la liste des saints serait réduite à 11. Hugo n'a rien répondu à cela, il a juste serré la mâchoire, serrant les dents de colère. En pensant à cela, l'humeur de l'homme s'est détériorée, et il a défait le bouton du haut de sa chemise. En regardant par la fenêtre, il pensa que peu importe la force d'Harry, il ne pourrait pas survivre. Et en plus, trop de temps s'était déjà écoulé. Soudain, le chauffeur annonce que le Premier ministre l'appelle. L'homme a pris l'appel, et le Premier ministre lui a demandé s'il pouvait parler, ce à quoi il a répondu par l'affirmative et lui a demandé quel était le problème. Le Premier ministre lui a demandé s'il avait déjà entendu la nouvelle, puis a déclaré qu'il semblait que la tour démoniaque avait été détruite. Se tenant la tête, Hugo soupira avec lassitude, se demandant si c'était vraiment encore la même histoire. Et puis il a dit que si l'homme voulait lui demander de commencer à chercher Harry, alors il devait refuser. Fronçant les sourcils, elle a déclaré que l'homme était mort ce jour-là, et que cet incident avec la tour avait très probablement été organisé par ses fans. Et puis il a dit que le Premier ministre ne devrait même pas espérer gagner plus de voix grâce à cela, ce à quoi il a répondu que tout allait complètement faux. Il a déclaré que si le rapport qui venait d'être transmis au gouvernement sud-coréen était fiable, alors un appel avait récemment été passé à ce numéro. Ne comprenant pas de quoi il parlait, Hugo demanda de quel genre de défi il s'agissait. Le Premier ministre a répondu que l'appel avait été passé au numéro de téléphone personnel d'Harry, ce qui a fait frissonner Hugo de partout. Frappant convulsivement le dossier de la chaise avec ses poings, s'exclama-t-il en demandant si c'était vrai. Et puis, paniqué, il a ordonné au conducteur d'arrêter la voiture. Les roues s'arrêtèrent brusquement, soulevant la poussière de la route. En attrapant le téléphone, Hugo pensa que peut-être Harry l'avait appelé. En regardant l'écran, il a vu qu'il était indiqué qu'il avait déjà 39 appels manqués et qu'un message vocal avait été envoyé. L'homme regardait l'écran de son téléphone, la bouche grande ouverte. Il montra l'écran du téléphone pour appeler le numéro qu'il avait récemment appelé. Il s'assit tendu sur sa chaise, tandis que des bips retentissèrent du téléphone. Soudain, l'appel fut accepté et la voix de quelqu'un retentit dans le combiné, appelant un homme par le surnom qu'Harry lui avait donné. Et puis Harry lui a dit en anglais qu'il le trouverait et le tuerait. Puis il lui a dit au revoir avec joie. La bouche d'Hugo était grande ouverte. En entendant cette voix, il réalisa que cette façon de parler était tellement similaire à celle d'Harry. Était-il vraiment vivant? Puis il cria, ordonnant au chauffeur de retourner à l'aéroport. Pendant ce temps, Harry était toujours assis dans le même café. Il sourit étrangement, regarda l'écran du téléphone et dit qu'Hugo avait grandi et qu'il osait même désormais ignorer ses appels. Charlie lui demanda qui il appelait avec tant d'insistance,
Ce à quoi Harry répondit simplement que cela n'avait pas d'importance. Et puis, il a dit que ce smartphone, comme l'appelait le gars, était tout simplement une chose incroyable. Harry a dit qu'il était entré dans la tour en 2005 et qu'aujourd'hui, en 2025, le monde est devenu un bien meilleur endroit. Charlie lui a demandé si c'était la première fois qu'il utilisait un smartphone, puis il a répondu qu'avec celui-ci, il pourrait se connecter au Internet et même suivre l'actualité. Regardant derrière son smartphone, l'homme a demandé s'il pouvait ensuite regarder les informations concernant Harry. Charlie, pointant l'écran de son téléphone, a répondu cela bien sûr, car c'est désormais le sujet de discussion le plus brûlant. Et immédiatement, de nombreuses nouvelles et messages différents sur Harry sont apparus sur l'écran du téléphone. Cependant, tous les commentaires étaient négatifs. Certains avaient le peur d'Harry, d'autres ne se soucièrent pas de lui et le traitèrent de perdant. L'homme, en lisant ceci, s'est mis en colère et a serré trop fort le téléphone, faisant crier de peur Charlie. Serrant les dents, s'exclama Harry, demandant qui les avait sauvés de l'homme aux yeux rouges. Et pourtant, ces saints n'ont rien fait pour eux, et il les loue. En expirant, il s'est calmé et a dit qu'il devrait simplement l'ignorer, et c'était plutôt sympa. En regardant à nouveau l'écran du téléphone, il vit la nouvelle de la révision du testament qu'Harry avait laissé. Il décida de donner toute sa fortune aux orphelinats et aux établissements d'enseignement en cas de décès. Se souvenant de cela, il a souri légèrement et a dit qu'il espérait que tout l'argent parviendrait au destinataire. Puis, il a pointé l'écran pour regarder les informations. Mais il s'est avéré que la nouvelle disait qu'Harry avait laissé tous ses biens, y compris les reliques, aux saints, dans l'espoir qu'il les utiliserait judicieusement pour le bien du monde entier. L'homme s'est à nouveau mis en colère, mais avec encore plus de force, c'est pourquoi il a serré fermement le téléphone, qui s'est brisé en petits morceaux, et il a crié qu'il leur retirerait définitivement leur peau pathétique. Charlie tomba au sol à côté des restes de son téléphone. Une larme avare coula sur sa joue alors qu'il disait au revoir au téléphone. Se rasseyant à table, Harry réfléchit à ce qu'il devait faire. Il pensait qu'il allait les avertir de son retour, mais son apparence est très différente de celle qu'il avait il y a 20 ans. Et même s'il sort dans la rue et commence à crier qu'il est le même Harry, alors personne je ne le croirait pas. Par conséquent, il devrait torturer chacun des 12 saints séparément et aller au fond pendant un certain temps. Soudain, il sentit quelque chose s'approcher de lui par derrière. Un message apparut l'avertissant qu'il était surveillé, et Harry remarqua qu'il était familier avec cette aura. Il décida de quitter le café, et, le remarquant, Charlie lui demanda où il était allé, ce à quoi l'homme répondit qu'il allait prendre l'air. En quittant la pièce, il s'est arrêté dans la rue et, en regardant vers le ciel, il a pu remarquer de nombreux esprits. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'avatars en forme de bélier. En les remarquant, Harry réalisa immédiatement qu'il s'agissait d'animaux du signe sacré du bélier blanc. Il a été rapporté que ces avatars ont recréé la barrière au nom du bélier blanc. Et donc, l'influence des autres constellations a été neutralisée et les avatars exigent un hommage. Serrant le poing, l'homme irrité dit que même s'ils aspiraient à des entités sacrées, qui ont-ils décidé de commander? Cependant, il entendit ensuite quelqu'un l'appeler par son nom. C'est pourquoi, toujours irrité, il se retourna. Il s'est avéré qu'il s'agissait de quelques personnes, et l'homme a dit que tout le monde ne faisait que parler de cet Harry. Le bruit de ce bavardage allait bientôt l'achever. La femme qui marchait à côté de lui, lui tenant la main, a répondu qu'elle parlait de la même chose, et que cette absurdité était évoquée partout dans les journaux. L'homme, allumant une cigarette, dit avec un sourire que même si son nom n'était pas terni, il était étonné que tout le monde commence si soudainement à s'intéresser à lui. Sur le cardigan de l'homme brillait une sorte d'insigne doré, avec le signe de la constellation des Gémeaux. Charlie, qui est sorti après Harry, l'a remarqué et s'est rendu compte que ces personnes appartenaient à l'équipe de la constellation des Gémeaux. Fronçant les sourcils, l'homme de la Gemini Constellation Squad remarqua que quelqu'un se tenait sur son chemin. Charlie a crié à Harry de revenir rapidement et qu'il ne devrait pas provoquer ces gens. Cependant, Harry ne semblait pas l'entendre et il resta là. L'homme irrité demanda à Harry ce qu'il regardait, puis il lui ordonna de sortir d'ici. Charlie et son ami, voyant cela, tombèrent complètement et pensèrent qu'ils avaient fini. L'homme debout devant Harry leva la main pour inhaler davantage de fumée de sa cigarette. Et puis il a exhalé toute cette fumée directement au visage de l'homme, pratiquement debout près de lui. Remarquant qu'il y avait de l'insatisfaction sur le visage de l'homme, un membre de l'équipe Gemini Constellation lui a demandé s'il y avait un problème ici. Et puis il a appuyé son front contre lui et lui a dit d'un air de défi de le frapper s'il avait des problèmes. La femme qui était avec cet homme lui a immédiatement dit de se calmer.
Sinon, ce type lui chierait dans son pantalon. Et puis, le couple a commencé à passer, le traitant de lâche. Ils ont commencé à s'éloigner, et l'homme a dit que tous ces idiots qui sont fans de Harry ne sont pas différents les uns des autres. Et la femme l'a soutenu. Et puis elle a demandé pourquoi tout le monde aimait tant ce saint le plus faible. Et si la désignation même de lui comme saint était en soi absurde. Et ces questions semblaient transpercer la tête de l'homme. Charlie a couru pour calmer Harry, et il lui a dit qu'il tenait bien le coup, et que c'était bien qu'il n'ait pas provoqué les représentants de la constellation des Gémeaux. Cependant, la seconde suivante, Harry se tourna vers le couple qui partait et leur cria dessus, les traitant de cafards. Le couple se retourna, incrédule, et demanda à nouveau s'il s'adressait à eux. Complètement enragé, Harry répondit que c'était à ceux-là qu'il parlait, puis il claqua les poings. L'homme de la Gemini Constellation Squad s'est immédiatement retourné et est rapidement revenu. Il se tenait face à face avec Harry, posant son front contre lui, et lui demanda avec irritation ce qu'il venait de laisser échapper. Et puis, il a commencé à parler du fait qu'il n'était qu'un simplet pathétique, dont même une aura magique n'émanait pas. Mais tout à coup, la main de quelqu'un s'est levée au-dessus de sa tête. Harry passa rapidement son doigt sur le front de l'homme, l'envoyant voler. Il s'est écrasé contre le mur de la maison d'un mouvement brusque, soulevant de la poussière, et sa femme a crié. Charlie et son ami se figèrent de panique en regardant cela. Harry se tenait sur place avec un sourire suffisant. Son t-shirt soufflait au vent, et de la vapeur sortait toujours de ses doigts. La femme a décidé qu'elle ne pouvait pas rester à l'écart, et a donc décidé d'utiliser sa capacité, transformant son corps en lumière blanche. Une seconde plus tard, elle était derrière Harry. Mais il la remarqua immédiatement, lui demandant si elle pensait vraiment qu'il ne la remarquerait pas. Et puis, avec un autre clic, il a envoyé la femme voler, la faisant s'écraser contre le mur d'un autre bâtiment. Touchant son visage avec sa main, il traita tranquillement ses gens de perdants. L'ami de Charlie s'est exclamé qu'il est strictement interdit d'utiliser la magie en pleine rue. Ce à quoi Harry répondit que s'il utilisait la magie, il ne resterait plus aucune trace humide de ses perdants. Ce à quoi Charlie et l'homme furent surpris de penser qu'Harry avait assommé 2 Templiers de rang A avec juste la force brute. Harry remarqua soudain quelque chose et baissa un peu la tête. Et puis il s'accroupit pour se rapprocher de l'homme qu'il avait assommé. Il ramassa avec précaution le médaillon qui pendait autour du cou de l'homme. Et puis, il l'a arraché d'un seul mouvement sec. Et puis, il a dit que c'était exactement ce qu'il avait ressenti lorsqu'il avait frappé l'homme, et il a demandé si c'était une relique. Après avoir examiné le médaillon plus attentivement, il demanda où ces gens avaient obtenu la relique, puisque seuls les saints devraient la posséder. En réponse à cela, Charlie a demandé à l'homme s'il ne savait vraiment absolument rien. Et puis, il a dit qu'il y a plusieurs décennies, l'humanité avait été pratiquement anéantie, mais que grâce aux entités sacrées et aux constellations qu'ils avaient choisies, les gens avaient réussi à survivre à ce désastre. Cependant, seules 12 personnes ne pouvaient pas protéger l'ensemble de ce vaste monde, et ont donc décidé qu'elles devaient commencer à collecter des adeptes, ce que l'on appelle aujourd'hui des ramifications. Ceux qui reçurent une partie du pouvoir des saints furent appelés Templiers, et ces personnes furent divisées en rangs selon leur niveau de pouvoir. D'abord les saints, puis les cardinaux, puis les évêques, et enfin les Templiers. La principale source de force des Templiers est leur foi. Il existe donc une forte concurrence entre les branches et l'attraction de nouveaux adeptes. Ainsi, les Templiers choisis reçoivent de temps en temps des reliques d'entités sacrées. En entendant cela, Harry pensa que les choses avaient beaucoup changé en 20 ans. Mais soudain, le gars lui a fait remarquer quelque chose. Il s'est avéré que les avatars qui étaient auparavant suspendus dans les airs étaient désormais tous rassemblés à côté de l'homme. Il semblerait que les avatars de la richesse et de la cupidité, associés à la constellation du Bélier blanc, profitent de cette situation. Ils exigent que l'homme s'occupe rapidement du couple, et pour cela, ils promettent une récompense digne. L'ami de Charlie, la bouche grande ouverte, a déclaré qu'Harry avait attiré l'attention des avatars. Ces avatars étaient comme le reflet des entités sacrées elles-mêmes, et en se mettant en travers de leur chemin, c'était comme si vous défiiez les dieux eux-mêmes. L'homme s'exclama qu'il devrait se dépêcher et faire ce qu'il lui demandait, mais Harry se contenta de rire. Claquant à nouveau ses poings, il dit que maintenant il comprenait pourquoi il lui semblait qu'il portait l'aura puante du bélier. Et il s'avère qu'ils avaient l'intention de se remplir le ventre, tout comme ce cochon. Mettant ses mains dans ses poches, Harry fit un pas en avant, affirmant qu'au final rien n'avait changé. Il a donné un coup de pied violent au sol, provoquant la fissuration de la pierre. Et tout autour commença à se remplir de l'aura turquoise d'Harry. Cette aura a commencé à attaquer les avatars béliers,
les faisant émettre des sons de douleur. Une lumière vive illumina tout autour, obligeant Charlie et son ami à se couvrir les yeux avec leurs mains. Et puis la barrière des avatars a lentement commencé à disparaître. Et bientôt, il ne restait presque plus rien de lui, et Harry dit qu'il s'exhibait quoi qu'il arrive, même s'ils étaient des perdants sans valeur. Charlie regarda autour de lui avec surprise, ne croyant pas que la constellation du bélier blanc s'était retirée. En regardant à nouveau Harry, il pensa que cet homme n'était pas une personne ordinaire. Harry appela Charlie par son nom, et il se dépêcha immédiatement de répondre. Et puis il a demandé au gars s'il avait dit que ce couple était lié à la ramification des jumeaux. Le gars a répondu que oui, et que dans leur pays, la branche jumelle a la plus grande influence. C'est un groupe d'élite qui rassemble les 2/3 de toutes les grandes entreprises. Puis Harry demanda si cela signifiait qu'ils avaient beaucoup d'argent. Souriant étrangement, il demanda que les vêtements qu'ils portent devaient également être chers. L'homme descendit de nouveau vers l'autre et commença à se déshabiller, disant qu'il était temps pour lui de gagner de l'argent. Après un certain temps, tous les trois atteignirent une maison. En pointant du doigt une des fenêtres, Charlie dit qu'il habitait au 2e étage, et son ami dit que sa porte était juste à côté. Charlie s'inclina devant Harry et le remercia de leur avoir sauvé la vie et même de les avoir raccompagnés chez eux. Cependant, il n'y eut aucune réponse. Alors le gars ouvrit prudemment un œil. En bâillant, Harry leur demanda s'ils rentraient à l'intérieur. Sinon, il était déjà prêt à dormir, et il avait des vêtements dans les mains. Et Charlie pensa avec indignation que ce type avait décidé de passer la nuit avec eux. Mais quand même, le gars a laissé l'homme entrer dans la maison, et il a rapidement enlevé ses vêtements et des mèches de cheveux noirs ont volé sur le sol. Les mains sur les hanches, Harry, maintenant avec une coupe courte, se tenait devant le miroir. Et puis, en se regardant dans le miroir, il sourit. Charlie, voyant son nouveau look, leva le doigt et dit avec admiration que la douce coupe de cheveux lui allait très bien. Il s'exclama que l'homme avait l'air encore plus sexy maintenant, ce qui rendit Harry un peu embarrassé et détourna le regard. Souriant, il pensa que dans le passé, en raison des effets secondaires de ses capacités, il appréciait chaque cheveu, qui savait que maintenant cela lui irait bien. Mais ensuite, il entendit un bruit et fronça les sourcils. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un moustique, et l'homme a demandé ce que ce moustique avait oublié dans l'appartement. D'un mouvement brusque, il l'attrapa et le serra fermement. Lorsqu'il desserra sa main, les restes de l'attraction tombèrent sur le sol, et Charlie leva un autre doigt et dit que même les experts ne pouvaient pas faire cela. Et puis il a commencé à attraper encore plus d'attracteurs. Il a demandé pourquoi ils étaient si attirés par lui, ce à quoi le gars a répondu qu'ils étaient peut-être attirés par son odeur. Mais Harry, regardant autour de lui, dit que cela se produit généralement lorsque quelque chose ne va pas dans la maison. Son regard s'est posé sur l'étagère, qui était remplie de toutes sortes de gadgets, et il a dit que maintenant, il est clair pourquoi ces créatures affluent ici, et qui garderait même une telle abomination dans la maison. Charlie a dit que toutes ces choses avaient été obtenues personnellement de la constellation des Gémeaux. Le gars a dit que ces artefacts ne lui appartenaient pas, mais le saint les a bénis, mais tout à coup, quelque chose a coupé la figurine. Le gars s'effondra sur les fragments, paniqué, et Harry regarda sa main avec dégoût. Puis il a pris le masque dans ses mains et a dit que cette chose était conçue pour espionner l'acheteur. Continuant à fouiller dans les boîtes, il jeta tous les artefacts, signalant en cours de route ce qu'il faisait et que leur effet n'était pas bon. L'homme a demandé si ces saints avaient non seulement volé ses biens, mais avaient également commencé à vendre des marchandises aussi dégoûtantes. L'homme est devenu très en colère et a dit avec irritation que le simple fait d'y penser le rendait furieux. Il a crié fort au gars de tout jeter, et à ce moment-là, quelqu'un se tenait devant la porte et a entendu tous ces cris. Charlie essayait désespérément de prendre au moins un artefact de l'homme, quand soudain la porte s'ouvrit, et un type aux cheveux roux est apparu sur le seuil de l'appartement. Harry demanda qui d'autre était ce type, et Charlie commença à avoir des sueurs froides et appela doucement le nom du gars, l'appelant Scott. Le visage de Scott s'assombrit, et il demanda à nouveau qui il était. Et puis, il a lui-même répondu qu'il était le propriétaire de cet appartement. Et soudain, son aura bleue a éclaté. En entendant cela, l'homme s'est immédiatement calmé, et tout l'appartement était dans le chaos à cause des artefacts brisés. Pendant ce temps, Victor était déjà à sa résidence. Lui, sous le choc, demanda à nouveau que les avatars coréens avaient disparu. Le subordonné qui était à genoux devant les escaliers a répondu que c'était ainsi, et qu'à cause de cela, il y avait beaucoup de bruit en Corée. En serrant les dents, Victor se demanda qui pouvait faire une chose pareille. Il pensait que les avatars sont des représentants directs d'entités sacrées, et que, par conséquent,
seule une personne exceptionnellement forte pouvait les disperser. L'homme a dit à sa subordonnée de contacter les autres saints et de leur demander si elle avait quelque chose à voir avec cela. Le subordonné a répondu qu'il comprenait, mais le Sagittaire n'avait pas été en contact depuis longtemps, ce à quoi l'homme a répondu que ce n'était pas une raison de s'inquiéter, car Hugo avait prévenu qu'il allait obtenir un nouveau poste au Royaume-Uni. Ensuite, le subordonné a déclaré avoir été informé qu'à son arrivée à l'aéroport britannique, il avait immédiatement été transféré sur un autre vol. Cela fit se retourner Victor et lui demanda où allait l'homme. Ce à quoi on lui a dit qu'Hugo était parti en Corée du Sud. Pensa Victor en se frottant le menton avec sa main. Il pensait à quel point Hugo était en bons termes avec Harry. Par conséquent, ses actions pourraient-elles être liées aux larmes pour le retour de ce salaud? Se pourrait-il qu'il ait vraiment survécu? Jurant doucement, l'homme attrapa le candélabre. Et puis, il a crié que tout cela n'était que des bêtises ridicules et a jeté un candélabre sur le sol, que son subordonné a à peine réussi à esquiver. Victor lui a crié de lui faire rapport plus clairement, puis il lui a demandé ce qu'il y avait d'autre. L'homme répondit qu'à l'endroit où les avatars avaient disparu, un templier ramifié avait été retrouvé inconscient. Il gisait au milieu de la rue, vêtu uniquement de ses sous-vêtements. Et aussi, selon le témoignage d'un témoin, avant cela, il s'était battu avec un beau jeune homme. Victor s'est laissé emporter par le mot « beau ». Puis il a suggéré que ce ne pouvait pas être Harry à ce moment-là, car son visage était couvert de cicatrices. Il pensait que les choses n'allaient pas très bien de toute façon, et il était fort possible qu'il ait réussi à s'en sortir vivant. Pour une raison inconnue, les avatars coréens ont disparu, et, pire encore, ils n'ont pas réussi à achever la reine araignée. Victor serra le poing, pensant qu'à ce rythme-là, sa position risquait d'être menacée. Et puis, il a ordonné de préparer son avion, vers lequel son subordonné a levé la tête haute et lui a demandé s'il allait vraiment s'y rendre personnellement. L'homme a répondu par l'affirmative et a déclaré qu'il voulait tout regarder de ses propres yeux. Il attrapa un manteau qui traînait à proximité et l'agita, le jetant sur ses épaules. Fronçant les sourcils, il dit qu'il devait jeter un œil à toute cette diablerie qui se déroulait en Corée, et il s'avança en allumant un cigare. Pendant ce temps, le membre des Twin Twins a été emmené à l'hôpital Twin Twins en Corée. L'homme était allongé sur le lit avec des capteurs fixés sur sa poitrine, et il avait un masque respiratoire sur le visage. Un vieil homme s'est approché du lit de l'homme. Ses cheveux étaient gris et sa tête était presque chauve. Il y avait des taches pigmentaires sur son visage dues à la vieillesse. S'exclama le vieil homme, demandant qui avait osé faire du mal à son petit-fils. Comme personne ne lui répondait, il se tourna vers l'homme qui se tenait contre le mur, et celui-ci lui dit qu'il ne devait pas trop s'inquiéter. L'homme a répondu que le saint de la constellation des Gémeaux l'avait envoyé spécifiquement pour s'occuper de cela. Le nom de cet homme était Mike. Il était un templier de classe S à branchement Gémeaux. Pendant ce temps, Harry et Charlie racontèrent tout à Scott, et il demanda s'ils s'étaient là vraiment rencontrés à la tour démoniaque. Il a continué à poser des questions sur les événements, clairement incrédule, et Charlie a simplement hoché la tête avec panique tandis que la sueur coulait sur son visage. Scott lui a crié d'arrêter de lui mentir, et en plus, cet homme a détruit tous ses artefacts, ce à quoi Harry a répondu qu'ils étaient de toute façon des faux. Le gars a demandé à l'homme de quelle branche il venait, à laquelle il lui a demandé s'il pensait vraiment avoir besoin de quelque chose comme ça. Ensuite, un Scott irrité a demandé en quel dieu il croyait alors, ce à quoi Harry a répondu que ces 12 idiots ne l'avaient pas abandonné. Le gars a demandé son grade, auquel il n'a pas non plus reçu de réponse normale, puis il a décidé de demander quel était son nom. L'homme déjà irrité répondit qu'il s'appelait Harry. Scott ne supportait plus cette irritation, et Charlie s'empressa de le calmer. Son aura bleue tourbillonnait autour du gars, et il a dit que l'homme était entré par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre sans autorisation et avait détruit toutes les reliques. La lumière de l'aura devint encore plus brillante, et une silhouette apparut au-dessus de sa tête, alors qu'il s'exclamait que ce salaud ose toujours s'appeler du nom du grand Harry. Charlie a rappelé Scott, lui criant de ne pas détruire leur appartement. Un avertissement apparut indiquant qu'une explosion de magie provenant d'un disciple des jumeaux avait été détectée, et Harry dit qu'il semblait que ce dur à cuire avait décidé de ne rien laisser au hasard dans cette maison. Ensuite, l'homme activera l'une de ses nouvelles compétences, God's Gaze. Ensuite, des informations sont apparues selon lesquelles Scott était un adepte des Twins de rang A, son surnom était Coupe écrasant. Des informations sont apparues sur ses compétences et ses traits personnels, et le plus important était son trait de génie, grâce auquel l'effet de l'entraînement était de 200%. Harry pensait qu'à un si jeune âge, le gars possédait déjà des compétences de haut niveau. Il avait clairement le trait de génie pour une raison.
Une silhouette est apparue au-dessus de la tête du gars et a crié fort, faisant briller ses yeux en bleu. Essayant de se défendre, Charlie a crié à l'homme de s'enfuir le plus vite possible, car Scott était un templier de haut rang, ainsi qu'un fan fou d'Harry. Ensuite, Scott a demandé au gars s'il était fou. Puis il lui a dit de se dégager s'il ne voulait pas se faire critiquer. Mais l'homme est soudainement apparu derrière lui avec un sourire sur le visage et a dit que le gars jouait si fort avec le feu qu'il risquait de mouiller son pantalon. En entendant sa voix derrière lui, le gars s'est immédiatement dépêché de se retourner. Mais quand il l'a fait, l'homme l'a immédiatement envoyé voler avec son claquement. Scott tomba au sol, son aura bleue éteinte, et l'homme dit qu'à ce rythme-là, cet idiot aurait brûlé non seulement son appartement, mais toute la maison. Charlie, paniqué, demanda si tout allait bien pour lui, ce à quoi Harry répondit avec un sourire que tout allait bien. Cependant, cela n'a pas complètement convaincu le gars, et il a regardé son ami avec incertitude. Pendant ce temps, Scott était allongé inconscient sur le sol, avec une énorme bosse sur le front et de la mousse sortant de sa bouche. Harry entra dans la pièce pour faire une sieste, et Charlie commença à ralentir Scott pour qu'il se réveille. L'homme entra dans l'une des pièces et ferma lentement la porte. Et puis il fut abasourdi et s'arrêta à la porte, regardant autour de lui. La table entière était remplie de figurines d'Harry. L'homme au visage sombre a demandé ce que c'était, ce à quoi Charlie a répondu qu'il avait dit que Scott était obsédé par Harry, et le gars déjà réveillé lui a demandé de faire attention aux chiffres. Mais l'homme en a immédiatement cassé un, disant qu'il l'ennuyait et qu'il devait donc au moins lui arracher la tête. Charlie a essayé de traîner son ami vers la porte pendant qu'il criait à l'homme qu'il était un putain de cinglé, ce à quoi il a répondu qu'il était Harry, pas un putain de cinglé. Scott a crié de manière déchirante, des larmes coulèrent de ses yeux et de la morve coulait de son nez, son visage se tordant en une grimace de douleur. Pendant ce temps, quelqu'un était assis dans l'un des cafés coréens. News a rapporté qu'hier après-midi, 2 représentants de la branche jumelle ont été agressés par une personne dont l'identité n'a pas encore été établie, selon des témoignages, et dont le but était de voler des choses. Hugo, qui était assis à table, se couvrit le visage avec sa main, pensant que c'était définitivement l'œuvre d'Harry. Et à quoi pensait-il? La serveuse s'est approchée de l'homme et, le sourire aux lèvres, lui a demandé s'il était prêt à commander. Mais l'homme, irrité, lui a dit que Victor devrait arrêter ce clownerie et partir d'ici. Victor, dans le corps de la serveuse, répondit avec un sourire qu'il voyait clair trop vite, et que donc ce n'était pas intéressant. Et puis il a dit qu'il n'avait pas pu le contacter depuis longtemps, et qu'il était donc heureux de le voir. Il s'appuya sur l'épaule de l'homme et dit qu'à en juger par son arrivée précipitée en Corée, il était venu ici à cause d'Harry et qu'il devait donc tout lui dire. Hugo claqua des doigts et dit que c'est pour cela qu'il déteste ce pervers qui vole les corps des gens. Le corps de la jeune fille se contracta en réponse à cela et elle reprit ses esprits. Et puis elle demanda, confuse, ce qu'elle venait de faire. Frappant la table avec son poing, l'homme pensa qu'il devait rejoindre Harry le plus rapidement possible. Le lendemain, Charlie et Scott se rendirent à l'hypermarché. Charlie a demandé à son ami si l'homme pouvait vraiment être Harry, ce à quoi il a répondu qu'il avait l'air complètement différent. Et puis, il a crié qu'Harry est aussi un héros de l'humanité. Il ne peut pas être un tel bétail. Ce à quoi le gars a répondu qu'il l'avait définitivement vu sortir de la tour démoniaque et que sa force l'avait étonné. Mais Scott n'a répondu qu'une fois de plus avec assurance que cela ne pouvait pas être le cas, parce que son père le lui avait dit, puis il s'est empressé d'étouffer le sujet. Soudain, quelqu'un a crié qu'il y avait un voleur, et les gars se sont arrêtés en regardant autour d'eux. Et puis quelque chose les a soudainement renversés, et a renversé leur charrette. Il s'est avéré que c'était le même voleur. En tombant au sol, Charlie remarqua qu'il était très rapide, ce qui signifiait qu'il venait de la branche du scorpion. Et son ami dit qu'il gaspillait ses forces pour de mauvaises choses. Le voleur a commencé à se précipiter rapidement d'un côté à l'autre, volant tout ce qu'il pouvait. Le voleur pensait que ces pathétiques templiers ne pourraient jamais le suivre. Il serra les dents, pensant qu'il avait déjà gagné assez d'argent et qu'il était donc temps pour lui de partir. Mais avant qu'il puisse faire cela, quelqu'un l'a frappé au ventre, l'arrêtant. Le coup a fait ouvrir grand les yeux de l'homme et les rendre rouges, et de la bave a commencé à couler de sa bouche. Il s'est avéré que c'était Harry et Charlie lui a demandé ce qu'il faisait ici, ce à quoi il a répondu qu'il avait oublié de leur dire d'acheter du poulet. Puis quelqu'un a dit à l'homme qu'il était très doué pour pouvoir attraper le membre du scorpion ramifié, compte tenu de sa vitesse. Il s'est avéré que c'était Mike, et il a dit que l'homme n'était qu'un disciple ordinaire et qu'il valait donc mieux contacter la police la prochaine fois. Harry regarda l'homme et réfléchit au genre d'homme qu'il était. Mais l'instant d'après, tout derrière eux commença à trembler,
ce qui obligea les hommes à se détourner les uns des autres. Les autres personnes présentes dans l'hypermarché ont également eu peur à cause de cette secousse. Le voleur, qui avait déjà repris ses esprits, pensa que c'était pour lui une grande chance de s'échapper. Et puis il s'est précipité vers les portes. Il pensait qu'il aurait pu être capturé à cause de cet homme étrange. Mais le tremblement de terre s'est avéré utile. Mais soudain, il remarqua que le sol devant lui commençait à se fissurer. Il a réussi à s'arrêter et l'instant suivant, un énorme monstre en forme de 1000 pattes a sauté du sol. Le voleur a levé la tête et a demandé pourquoi l'attracteur apparaissait dans la zone verte. Il recula d'un pas, pensant sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Et puis il a sauté haut dans les airs. L'homme sourit et pensa que même si cette créature était forte, elle ne le suivrait jamais. Mais au même moment, la bouche grande ouverte d'un monstre est apparue sur le côté de l'homme, provoquant le gel du visage de l'homme. Le monstre a dévoré l'homme, puis il est tombé au sol, et la foule ne pouvait que regarder. Et il s'est avéré que quelqu'un était assis sur le dos du monstre. La reine araignée regardait froidement la foule en contrebas avec ses yeux rouges. Un message a été entendu des haut-parleurs selon lequel une urgence s'était produite. Celui qui avait causé le malheur était apparu dans l'hypermarché. Tout le monde devait immédiatement regagner le bâtiment. Pendant ce temps, le monstre se précipitait sur la foule, qui s'enfuyait en panique pour regagner le bâtiment. Et une voix annonça qu'en raison de l'invasion de la reine araignée, cette zone devenait rouge. L'alarme sonnait toujours. Les gens paniqués tentèrent de s'enfuir et un petit garçon s'est arrêté au milieu de la route en sanglotant bruyamment. La gueule du monstre s'ouvrit grande et il s'apprêtait à dévorer cette proie facile. Mais avant que cela n'arrive, Harry atterrit sur la tête du monstre. Le garçon se figea, regardant son sauveur, son corps tremblant légèrement, et Harry lui dit qu'il devrait être plus prudent. L'homme lui tendit la main avec un sourire aux lèvres, les yeux brillants d'une lumière turquoise, et il lui demanda s'il était blessé. Mais l'instant d'après, le garçon se précipita, fuyant son sauveur. L'homme s'éclaircit la gorge maladroitement et dit que le garçon semblait aller bien. Se levant, il demanda ce que ce géant faisait ici. Les monstres ont commencé à attaquer l'homme, puis un serpent turquoise a commencé à se former à côté de lui. La tête d'un serpent est apparue à côté de lui et l'homme a demandé qu'aujourd'hui il puisse s'amuser pour la première fois depuis longtemps. Pendant ce temps, une voiture noire roulait rapidement sur la route. Victor, qui était assis dans cette voiture, a demandé à son subordonné de le répéter. Le subordonné a répété une fois de plus que ceux qui apportèrent le malheur étaient apparus au milieu de l'hypermarché, auquel l'homme lui a dit de répéter le nom de cette créature. Puis il dit qu'ils avaient été informés que c'était la reine araignée. En entendant cela à nouveau, Victor pensa qu'ils avaient échoué pendant le raid, et il parvint à peine à mettre le seau dessus. S'était-elle déjà échappée? Serrant le poing, il pensa qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre le monstre de classe rouge seul. Après l'apparition des papiers peints qui portaient au malheur, ils ont commencé à diviser les lieux en 6 classes selon le niveau de danger, où la zone bleue est une demeure bénie. La zone verte est une zone de sécurité. La zone jaune est une zone de danger léger. La zone orange est la zone des monstres qui représentent une grande menace pour la vie. Et la zone rouge est la zone où se sont rassemblés des monstres mortels. La zone noire est une zone où la vie est impossible. Depuis que la reine araignée est apparue dans les hypermarchés, celle-ci est désormais en zone rouge. Le chauffeur de Victor lui a demandé quoi faire maintenant. Après un court silence, l'homme a répondu qu'il fallait tout sceller. Il pensait que personne ne devrait rien découvrir. Si tout était connu du public sur l'échec du dernier raid, ils perdraient leur réputation. Un peu paniqué, Victor a dit à son subordonné de lui dire qu'il ne pouvait au plus sauver ceux qui se trouvaient à l'intérieur et de les laisser envoyer les Templiers pour murer complètement le bâtiment. Pendant ce temps, des bruits de bouillonnement continuaient de se faire entendre dans l'hypermarché. Les monstres continuèrent d'avancer en hordes nombreuses. Mike a mis ses mains devant lui, et tout autour était éclairé d'une lumière froide, et il a expiré de la vapeur par la bouche. Il tomba au sol et le toucha avec ses mains, le faisant geler, et cette glace se dirigea vers les monstres. La glace atteignit les monstres, et ils furent liés par elle. L'homme, essuyant la sueur de son visage, leur dit de ne pas oser les sous-estimer. Mais l'instant d'après, une fissure est apparue sur la glace. Et puis, avec un rugissement furieux, le monstre a percé sa cage de glace. Paniqué, Mike se demanda comment ils avaient réussi à faire cela si facilement. Mais soudain, Harry apparut devant lui avec des boîtes de conserve à la main. Mike se demandait quand cet homme avait réussi à venir ici. Jetant une des canettes, Harry dit avec un sourire sur le visage que ces salauds devaient avoir très faim, puisqu'ils avaient décidé de se régaler des gens.
Et puis, il a rapidement agité la main. Et toutes les canettes qu'il avait entre les mains volèrent vers les monstres. Cependant, cela n'a fait qu'irriter encore plus les monstres. Mais ensuite, quelque chose a coupé le monstre en deux. Harry se précipita en avant, traversant les monstres qui se trouvaient sur son chemin, et il s'exclama, leur demandant s'ils savaient sur qui ils avaient ouvert la bouche. Les yeux de l'homme brillèrent en vert, tandis que les corps des monstres tombèrent au sol, et il dit que les foules normales devraient connaître leur place. Scott et Charlie regardaient cela la bouche ouverte. Soudain, un message apparut devant le visage de l'homme, disant qu'il avait détruit l'attracteur. Il y avait des rapports selon lesquels il avait augmenté son expérience du trône divin et obtenu du matériel consommable. Une sorte d'éclat étincelant est apparu sur la main de l'homme, et un message est apparu indiquant que les matériaux consommables pouvaient être utilisés pour créer de nouvelles compétences et reliques. En serrant le fragment dans sa main, l'homme pensa que, malgré la pénalité de 50% de ses capacités physiques, le mouvement ne lui semblait pas si difficile, et peut-être qu'il pourrait utiliser encore plus d'énergie qu'auparavant. Mike pensait qu'il était impossible pour un homme de détruire facilement des monstres de classe S, que même lui ne pouvait pas arrêter. Harry s'approcha de Scott pour lui rendre le couteau qu'il avait pris chez lui. Mike ne le quitta pas des yeux et réfléchit à d'où il venait. Mais soudain, il se souvint de quelque chose. Et puis, il a appelé Harry, le traitant d'amateur, et il a tourné la tête. Et puis, il cria qu'il était le même homme qui avait attaqué leurs partisans. Et Harry, entendant cela, frissonna. Et il s'est immédiatement souvenu du couple qu'il avait fait récemment. Mais il a ensuite frappé l'homme au visage, lui disant de se taire. Mike tomba au sol sous ce coup, et son corps trembla légèrement. Harry lui demanda comment il avait deviné. Mike s'est encore exclamé en lui demandant comment il ne pouvait pas le reconnaître. Et puis il a souligné que l'homme avait revêtu les vêtements et l'insigne de l'homme qu'il avait battu. Et il a dit que cet insigne est une relique de rang, délivrée uniquement aux Templiers de la branche jumelle. Et puis il a crié qu'il était sûr que toute la force d'un homme réside dans cet insigne. Et Harry l'a seulement enlevé avec dédain et a demandé comment cette vilaine chose s'était retrouvée sur lui. Et puis il a écrasé l'insigne avec ses doigts, détruisant l'abomination. En voyant cela, Mike devint encore plus en colère. En s'époussetant les mains, Harry dit que cette relique n'était rien d'autre qu'une décoration, et il ne pouvait pas croire que ces salopards n'avaient pas changé du tout en 20 ans. Mais soudain, le cri furieux d'un monstre retentit à côté d'eux. Harry prit immédiatement un visage sérieux et regarda dans la direction du son. Charlie regarda également dans cette direction et désigna quelque chose avec son doigt tremblant. Il s'est avéré que c'était la reine araignée qui chevauchait un monstre et poursuivait les gens. Puis les hommes se tendirent et le corps d'Harry fut couvert d'une lumière verte. Et puis cette lumière est devenue encore plus brillante et des courants de vent se sont rassemblés autour d'elle. Et une seconde plus tard, il se précipitait déjà. Il se précipita directement vers la reine araignée. Volant plus près, il leva la main et frappa la tête du monstre sur lequel se trouvait la reine. De ce coup, le monstre tomba immédiatement au sol, brisant le revêtement de pierre. Les gens regardaient autour d'eux avec panique face au bruit fort. Mike regardait aussi ça, mais il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Cela lui paraissait complètement fou que l'homme se précipite sur ce monstre sans aucune relique avec lui. Soudain, une voix se fit entendre dans ses oreilles, attirant l'attention de tous les Templiers de la branche Gémeaux. Scott et Mike, qui ont entendu cette voix, ont immédiatement réalisé qu'il s'agissait de Messinger Simon. Simon a dit à Scott et Mike de sortir immédiatement de ce bâtiment. Il a déclaré que les gens de la branche Bélier avaient l'intention de sceller complètement le bâtiment. Il a dit que Victor se dirigeait déjà vers ici et qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Et en plus, même un saint ne pouvait pas faire face à la reine araignée. C'est pourquoi ils ont décidé de se débarrasser complètement de cet endroit, car les saints auraient des ennuis si les gens découvrirent leur échec. Il a demandé à Mike s'il avait une compétence de téléportation, puis il lui a dit d'emmener Scott et de sortir de là. Les yeux de l'homme commencèrent nerveusement à parcourir le bâtiment. Des personnes ont été blessées, et certaines pouvaient à peine se déplacer seules. Tout était presque résolu, mais les monstres continuaient de sortir de la crevasse, et seul Harry se battait encore avec la reine araignée. Le corps de l'homme trembla soudainement. Simon lui a demandé s'il y avait des problèmes avec leur départ ensemble. Avec un visage fou, Mike a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Scott a crié, demandant ce qu'il disait. L'aide extérieure n'était clairement pas suffisante. Ne comprenait-il pas à quel point ils avaient des ennuis? Il lui a demandé s'il voulait vraiment laisser mourir tous ces gens. Après un court silence, l'homme a répondu qu'il comprenait tout. Mais que penseront les gens lorsque la reine araignée apparaîtra dans la ville?
En entendant cette question, le gars s'est figé et a demandé à nouveau. Mike a répondu qu'alors les gens commenceraient à faire des reproches aux branches des constellations, et leur foi s'affaiblirait, et à cause de cela, leur force serait également ébranlée. Sortant son téléphone, il a dit qu'il ne pouvait emmener qu'une seule personne avec lui et que Scott l'accompagnerait, car on lui avait ordonné de le sauver. Scott a crié qu'il ne pouvait pas laisser son ami mourir ici, et en plus, beaucoup de gens n'avaient pas encore été évacués. Serrant les dents, l'homme dit que ce n'était pas le moment de faire ses caprices. Il a dit qu'il n'avait aucune envie de mourir ici à cause d'un dégénéré incompétent comme lui, et la main de l'homme a commencé à former de la glace. La vapeur de la glace tourbillonnait autour de lui, et il a dit qu'il devrait tuer toute la cargaison supplémentaire, pour que le gars n'ait pas beaucoup de choix. Ces mots ont mis le gaz en colère, et une lumière bleue est apparue autour de lui. Le gars s'est levé, et des éclairs de lumière bleue ont volé à côté de lui. En se rapprochant, Mike lui demanda s'il allait vraiment le combattre. Il a dit qu'il se trouvait à des niveaux complètement différents, et qu'il devait mettre de côté sa conscience pathétique et prendre une décision rationnelle. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, quelque chose le frappa dans le dos. Il s'est avéré que c'était la patte du monstre qui plaquait désormais l'homme au sol. Harry atterrit au sol à côté d'elle et se demanda pourquoi ils étaient toujours là. Il a dit que c'était dangereux ici et qu'il devait donc sortir rapidement. Charlie a appelé l'homme avec joie et Scott a dit que les attracteurs avaient bloqué la sortie et qu'il ne pouvait donc pas sortir d'ici. Le gars a dit qu'il devrait utiliser soit la téléportation ou détruisait tous les monstres ici. En regardant autour de lui, le gars a remarqué qu'il y avait maintenant de nombreux blessés dans le bâtiment. Et les gens de la branche Bélier ont décidé de sceller tout le bâtiment. Harry jura en réponse à cela, disant que c'était juste un mal de tête complet. Et Mike commença à sortir de sous les décombres avec des gémissements. D'un mouvement brusque, il se leva, dispersant des débris autour de lui, puis il cria, disant à Harry de venir vers lui. Harry a dit qu'il pensait que l'homme s'était déjà dégonflé et s'était enfui à la vitesse de la lumière, ce à quoi l'homme lui a crié de se taire. Attrapant le téléphone, Mike a crié qu'il verrait toujours qui pourrait sortir d'ici vivant, et peut-être qu'il pourrait sortir seul. Mais avant qu'il puisse appuyer sur le bouton pour se téléporter hors d'ici, une toile est apparue derrière lui. Il s'avère que c'est la reine araignée qui a lancé sa toile sur l'homme, l'attrapant. Mike se retourna paniqué et jura doucement. Et puis le monstre a tiré sa toile, jetant l'homme dans sa gueule. Le téléphone lui tomba des mains et heurta avec un bruit sourd. Harry, immédiatement après une seconde, se tourna vers les gars qui se tenaient derrière lui. En se retournant, il leur a dit de s'occuper des blessés et qu'il réglerait tout, puis il les rejoindrait. Une lumière verte enveloppa son corps, alors qu'il disait que cela ne prendrait pas longtemps. Pendant ce temps, la barrière de branchement bélier continuait d'entourer le bâtiment. Victor était déjà arrivé sur place, et il a demandé à son subordonné quelle était la situation actuelle, ce à quoi il lui a répondu en disant que leurs gens avaient déjà pratiquement bouclé l'hypermarché, le bâtiment était bouclé. Victor demande si les travaux avancent trop lentement, étant donné qu'ils ont commencé bien avant son arrivée. Les responsables de la branche qui ont créé la barrière ont demandé pourquoi la protection ne tenait pas correctement, comme si quelque chose était sur le point d'éclater. Et au même instant, une lumière vive illumina tout le bâtiment. Cela fit monter le vent et les subordonnés de Victor commencèrent à défendre leur commandant. Et l'instant d'après, un énorme serpent turquoise jaillit du bâtiment, s'exclama Victor, demandant ce qui se passait ici et d'où venait le serpent. Les gens ont couru hors de l'hypermarché en poussant des cris effrayés. Cette foule a été accueillie par les subordonnés de Victor, et la foule a crié à l'aide, et ils ont dit qu'il y avait un gars seul là-bas qui combattait la reine. En entendant cela, Victor réfléchit à ce dont il parlait, car même lui ne pouvait pas contenir de tels monstres à lui seul. Et puis, il s'est avancé avec les mots qu'il regarderait de ses propres yeux, en réponse auxquels ses subordonnés se sont exclamés que c'était dangereux, mais cela n'a pas arrêté l'homme. Et l'instant suivant, une rafale de vent se leva et la silhouette de l'homme devint floue. Victor fit des bonds brusques, repoussant les murs du bâtiment et monta jusqu'au sommet. Il a sauté dans l'une des vitres brisées. Levant la tête, il vit quelque chose qui le choqua et il jura doucement. Il s'est avéré que ce qu'il a vu était le corps sans vie de la reine araignée. Le visage de l'homme se transforma en une expression effrayée, alors qu'il se demandait qui avait bien pu faire ça. En regardant autour de lui, il remarqua qu'il y avait eu un véritable massacre ici. Il se demanda de quoi il s'agissait. Était-il possible que quelqu'un chasse délibérément la reine araignée? Se saisissant la tête, il dit qu'à chaque seconde, il y avait de plus en plus de maux de tête, il avait déjà assez de problèmes. Soudain,
Il ressentit une énergie familière et regarda quelque part sur le côté. Suite à cette énergie, l'homme courut vers la fenêtre pour voir à qui appartenait l'objet. En regardant par la fenêtre, il aperçut une silhouette familière et se demanda ce que ce salaud faisait ici. Il s'est avéré que ce salopard était Hugo, déjà arrivé en Corée. Mettant un pied sur le bord, il se demanda si tout cela pouvait être l'œuvre d'Hugo, alors cela aurait du sens. Mais ensuite, une voix vint derrière lui demandant s'il lui manquait, ce qui fit frissonner le corps de l'homme. Harry, qui était derrière lui, les yeux pétillants, lui demanda ce qui n'allait pas. Avec un sourire sur le visage, il lui a demandé de quel genre d'expression il s'agissait. Il ne s'était pas vu depuis si longtemps. Victor se retourna immédiatement pour regarder l'autre, mais il ne put prononcer un mot sous le choc. Pendant ce temps, les sauveteurs sont arrivés à l'hypermarché et ont commencé à évacuer les gens. Et Charlie et Scott étaient assis par terre, enveloppés dans des couvertures. Scott se demandait si l'homme pouvait vraiment être Harry, car même s'il avait l'air différent, ses mouvements étaient définitivement similaires. Soudain, quelqu'un cria le nom de Scott. Il s'est avéré que c'est Hugo, essoufflé, qui a demandé au gars ce qu'il faisait. Se détournant de l'homme, le gars lui a demandé ce qu'il faisait ici, ce à quoi il a répondu en demandant s'il était possible de saluer son propre père de cette façon. Charlie rit en entendant cela, mais Scott se contenta de rire d'agacement. Hugo prit son menton pensivement, regardant attentivement son fils. Et puis, il a dit qu'au moins il n'était pas blessé et qu'un peu d'aide médicale le remettrait rapidement au travail. Et puis, il lui a demandé s'il avait vu qui avait fait tout ça avec les monstres, puisqu'il était dans le bâtiment quand c'est arrivé. Mais au lieu de répondre, Scott se détourna encore plus de son père, et l'homme pensa avec irritation à qui il ressemblait. Et le gars a demandé à son ami si tout irait bien pour Harry. En entendant cela, l'homme courut vers Charlie et l'attrapa brusquement par les épaules. Et puis il a crié, demandant au gars s'il connaissait vraiment Harry, et le gars a demandé à nouveau de manière incompréhensible. Et puis le gars a dit que maintenant il comprenait de qui l'homme voulait parler en l'appelant par ce surnom étrange. Il s'est avéré que c'était Hugo, et puis il a dit que l'homme était dans l'hypermarché en ce moment. Et en passant, il a vaincu la reine araignée, et il s'est présenté à eux comme étant Harry. L'homme, tenant toujours le gars par les épaules, lui a dit de tout décrire plus en détail. Mais avant que le gars ait pu dire quoi que ce soit, un bruit fort s'est fait entendre dans le bâtiment et quelque chose a heurté le mur. Pendant ce temps, Victor se battait avec Harry, il s'éloigna de lui, déjà essoufflé. Harry allait absolument bien, et il disait que c'était trop. S'essuyant le visage avec sa main, il a déclaré que c'était la première fois qu'ils se rencontrèrent depuis 20 ans, et que la première chose que l'homme avait décidé de faire avait été de l'attaquer. Victor a demandé à l'homme comment il avait réussi à survivre. Et puis il examina son visage, et pensa que l'homme ressemblait beaucoup à Harry. Mais où étaient ces vilaines cicatrices? Et sa voix était différente d'avant. Il pensa qu'il avait aussi l'air trop jeune. Puis Victor s'écria que ce petit salaud avait osé imiter Harry, et il s'inquiéta même un instant. Demanda encore Harry de manière incompréhensible. Victor a crié que ce salaud avait osé le tromper, et donc il le paierait de sa vie. Mais Harry a calmement demandé de quoi il parlait. Et puis il l'a frappé au ventre d'un mouvement brusque, en criant que pendant tout ce temps il avait profité des autres, les trompant. De ce coup, l'homme s'est rapidement envolé. Mais Harry ne s'arrêta pas là, et d'un mouvement rapide, il se retrouva derrière l'homme pour frapper à nouveau. Il frappa à nouveau l'homme, l'envoyant directement au sol. Allongé sur le sol, Victor commença à émettre des sons étranglés, et Harry tomba au sol et commença à s'approcher de lui. Il a dit qu'il devait donner à chacun d'eux une bonne leçon, puis il lui a demandé comment il vivait pendant qu'il était emprisonné dans la tour démoniaque. Il a demandé et a dit qu'ils se sont appropriés ses reliques et ses richesses, et ont même divisé son testament. Serrant son poing dans sa main, il dit avec un sourire sur son visage que tout allait bien, qu'il allait tous les achever de toute façon. Il commença à énumérer dans quel ordre il détruirait tout ce qu'il possédait, et l'homme commença à trembler de peur. Harry s'est exclamé qu'il détruirait tout ce qui lui était cher, et cela a semblé frapper durement Victor à la tête. En serrant les dents, il pensa que cela ne pouvait pas arriver. Se levant, il pensa que l'homme ne bluffait pas, car son comportement et son discours étaient si similaires, et il ne pouvait même pas reconnaître ses mouvements. Est-il vraiment le même Harry? A-t-il vraiment réussi à sortir de la tour démoniaque? En se levant, Victor dit que tout cela n'avait aucun sens. Et puis tout s'est allumé d'une lumière rouge et le corps de Victor s'est élevé au-dessus du sol. Des épées commencèrent à apparaître derrière son dos, et l'homme dit à l'autre de lui prouver qu'il était le même Harry. Un cercle magique avec l'image du bélier est apparu sous Victor,
et des épées sont apparues du portail derrière son dos. Ensuite, un bonnet et une robe sont apparus sur le corps de l'homme, comme les empereurs des anciennes dynasties. Un message est apparu indiquant que l'essence sacrée de la constellation du Bélier, l'empereur de Jade, s'était révélée. Souriant, Harry demanda si même une entité sainte avait décidé de l'honorer de sa présence. Victor leva le doigt, désignant l'homme, les yeux rougeoyants. Et des chaînes rouges poussèrent du sol autour d'Harry. Ces chaînes ont commencé à s'enrouler autour de son corps, limitant ses mouvements. Victor lui a demandé s'il pensait toujours qu'ils étaient des mauviettes. De nombreuses épées volèrent dans une vague dans les airs, et l'homme a dit qu'il ne savait pas comment quelqu'un d'autre avait réussi à survivre dans cette tour. Victor leva les mains vers le ciel, sur le point d'utiliser l'arme céleste pour attaquer Harry enchaîné. De nombreuses épées se précipitèrent vers Harry par vagues. Harry dit avec un visage sans émotion que la force de l'empereur était vraiment incroyable. Victor agita la main, lui criant de se taire, et les épées s'accélérèrent.